on s'intéresse au problème du set packing. Donc le set packing, c'est étant donné un univers, U, d'accord, qui est composé des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple, et S a un ensemble d'ensemble de l'univers. D'accord? Alors S, dans notre exemple, c'est A, B, C, D, E, F, qui sont des sous-ensembles de l'univers. On a A qui est composé des éléments 1, 4 et 7, B qui est composé des éléments 1 et 4, C qui est composé des éléments 4, 5 et 7, D composé des éléments 3, 5, 6, E des éléments 2, 3, 6, 7, et F des éléments 2 et 7. L'objectif du set packing, c'est de trouver le sous-ensemble des éléments de S le plus grand possible, tel qu'il n'y ait pas d'intersection entre les éléments qui composent les sous-ensembles qu'on aura sélectionnés. Par exemple, si comme solution, je prends A et D, d'accord? Ça veut dire qu'on aura, donc dans A, on a les éléments 1, 4 et 7. Dans D, on a 3, 5, 6. Donc il n'y a pas d'intersection entre les éléments A et D. Donc c'est une solution qui est réalisable. Et la taille de la solution qu'on vient de trouver, elle est de 2, parce qu'on a deux éléments A et D. D'accord? Donc l'objectif, ce n'est pas de couvrir l'univers. On n'est pas obligé que l'union de nos éléments qu'on va sélectionner soit égale à l'univers. Ça, ce n'est pas une obligation. Mais les deux contraintes qu'on a, c'est la première, c'est on n'a pas le droit d'avoir deux sous-ensembles qui s'intersectent. Et la deuxième contrainte, c'est qu'on souhaite maximiser la taille de notre solution. D'accord? Alors, les fois précédentes, on avait vu une méthode qui calculait tous les sous-ensembles possibles de S. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc, tous les sous-ensembles, énumérer tous les sous-ensembles possibles de S, ça revient à énumérer 2 puissance 6 combinaisons. Et pour chacune de ces combinaisons, on vérifie si il existe une intersection. S'il y a une intersection, ça veut dire que ça ne peut pas être une solution. Et s'il n'y avait pas d'intersection entre les éléments sélectionnés, bah alors c'était une solution et on évaluait la taille de cette solution. Le problème de ça, de cette méthode, c'est qu'on énumère toutes les combinaisons possibles, tous les sous-ensembles possibles de S. Et il y a beaucoup de sous-ensembles qui ne sont pas compatibles. Par exemple, si je prends A et B, bah ça, ce n'est pas une solution parce qu'on a une intersection sur les éléments 1 et 4, qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Donc, cette combinaison-là, ce sous-ensemble-là des éléments de S, ne permet pas de trouver une solution. Et en énumérant tous les sous-ensembles possibles de S, on va énumérer toutes les solutions possibles, certes, mais on va aussi énumérer tous les cas qui ne sont pas des solutions. Et si le nombre de ces sous-ensembles qui ne représentent pas une solution est trop important, bah en fait, on va perdre énormément de temps. Donc là, la méthode que je propose, qui est d'utiliser un arbre de décision, ça permet de limiter l'exploration de la combinatoire de certaines solutions qui ne sont, enfin de certains ensembles qui ne représentent pas une solution. Alors par exemple, on va commencer avec l'ensemble E. Pour l'ensemble E, on a deux possibilités. Soit on va ajouter E à la solution, soit on ne va pas l'ajouter dans la solution. C'est les deux cas possibles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les deux cas. Donc soit on ajoute E à la solution, soit on n'ajoute pas E à la solution.
Le fait de dire qu'on ajoute E à la solution, ça a une implication directe qui est qu'un certain nombre des autres éléments de S ne peuvent pas être ajoutés à la solution parce qu'ils possèdent une intersection non nulle avec E. Alors, E contient les éléments 2, 3, 6 et 7. Donc si on regarde l'ensemble A, on se rend compte qu'on ne peut pas l'ajouter à la solution à partir de maintenant, parce que ça signifie, si on ajoutait A, on aurait une intersection avec l'élément 7, par exemple, qui est déjà dans l'ensemble E. Donc A ne pourra plus être ajouté à la solution. B contient les éléments 1 et 4. Donc lui, on pourrait l'ajouter à la solution. C contient les éléments 4, 5, 7. Donc 7 est déjà présent dans E. Donc C ne pourrait pas être ajouté à la solution, à partir du moment où E est déjà présent dedans. D contient 3, 5 et 6. Donc 6 appartient déjà à l'ensemble E. Donc on ne peut pas ajouter l'ensemble D à notre solution. E, c'est déjà l'élément qui est déjà sélectionné, donc on ne peut pas le resélectionner. Et F contient les éléments 2 et 7, mais l'élément 7 est déjà présent dans l'ensemble E. Donc, on ne peut pas l'ajouter à notre solution. Alors, ça veut dire que à partir du moment où on ajoute l'ensemble E dans notre solution, ça ne sert à rien de considérer les ensembles A, C, D, E et F. Enfin, E était déjà sélectionné, mais bon, vous avez compris. Donc ça veut dire que toute la sous-combinatoire liée à ces ensembles-là n'a pas à être explorée parce qu'on sait que ça ne mènerait pas à une solution. Donc la seule possibilité, à ce moment-là, c'est d'utiliser l'ensemble B. On va considérer maintenant l'ensemble B. Alors B, on va le considérer, et donc pareil, comme pour l'élément E, on a deux possibilités. Soit B va être ajouté à la solution, soit B, au contraire, ne sera pas ajouté à la solution. Donc, soit B est ajouté à la solution, soit B n'est pas ajouté à la solution. Alors, à partir du moment où on a ajouté B à la solution, on ne peut plus le rajouter. Et donc, on voit qu'on a ajouté, on a traité tous les ensembles qui pouvaient être ajoutés, sachant qu'on avait pris une décision préalable pour l'ensemble E. Donc, ça veut dire ici qu'on arrive avec une solution. Si on suit ce chemin-là, on arrive à une solution de taille 2 qui serait E et B. D'accord? Et qui a une taille de 2. Si au contraire, on suit cette solution-là, là, on aura ajouté l'élément E et on n'aura pas ajouté l'élément B. Donc, on arrive à une solution qui serait celle-ci. Et dont la taille serait 1, parce qu'on n'a qu'un seul élément à l'intérieur. D'accord? Alors maintenant, on a traité tous les cas, sachant qu'on prenait qu'on prenait E dans notre solution. Donc maintenant, on va traiter le cas où on n'ajoute pas E à notre solution. Donc, si on ne prend pas E dans la solution, ça veut dire que la décision est déjà prise pour E. On ne peut plus l'ajouter. Donc vous voyez que maintenant, on ne va plus considérer l'ensemble E. Donc on a quand même progressé, même si on a dit on ne le prend pas. Alors on va prendre un autre élément, par exemple D. D'accord? Et donc D, c'est pareil.
on va avoir deux possibilités. Soit on l'ajoute à la solution, soit on ne l'ajoute pas à la solution. Alors, si on n'a pas l'élément E et qu'on ajoute l'élément D, D ne pourra plus être sélectionné. Et on va regarder la liste des ensembles qui peuvent encore être ajoutés. Alors, A contient les éléments 1, 4 et 7. Alors, il ne peut pas... Alors, il est compatible avec D, et comme on n'a pas pris E, c'est toujours bon. Donc, A, c'est possible. B contient les éléments 1 et 4. Donc, c'est compatible avec l'élément D. C, 4, 5, 7. Donc là, ce n'est pas compatible avec D, parce que les deux ont une intersection non nulle, c'est-à-dire l'élément 5. Et F contient les éléments 2 et 7, et donc on peut aussi l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'intersection avec l'ensemble D. Voilà. Alors on va prendre une décision sur un autre ensemble. Par exemple, l'ensemble A. Alors l'ensemble A, pareil, hein, soit on l'ajoute à la solution, soit on ne l'ajoute pas à la solution. Si on ajoute l'ensemble A à la solution, ça veut dire que, à ce niveau-là, hein, on se retrouve avec les ensembles D et A dans notre solution. On en était à, on n'a pas ajouté l'élément E, on a ajouté l'élément D, on a ajouté l'élément A. Donc maintenant, on va considérer les ensembles qui nous restent de sorte à savoir si on peut les ajouter. L'élément B contient les éléments 1 et 4. Ça, c'est incompatible avec la décision qu'on a prise concernant l'ensemble A, parce que l'ensemble A contient les éléments 1 et 4, B également, et donc on aurait une intersection non nulle. Bah donc, qu'est-ce qu'il nous reste à considérer? Il nous reste l'élément F, qui est le seul encore compatible, si je ne me suis pas trompé, et l'ensemble F contient les éléments 2 et 7. Et l'élément 7 est déjà présent dans l'ensemble A. Donc, on ne peut rien ajouter. Voilà. Donc, si on a pris l'ensemble D et qu'on a pris l'ensemble A, on a terminé l'exploration de notre arbre, enfin de cette branche. Et donc, si on regarde la branche qu'on a parcourue, on arrive à une solution qui nous dit qu'on n'a pas ajouté l'ensemble E, mais par contre, on a ajouté les ensembles D et A. Donc la solution qu'on obtient, c'est celle-ci. D'accord, qui est une solution de taille 2. Maintenant, il nous reste à considérer le cas où on n'ajoute pas l'ensemble A. Alors, le cas où on n'ajoute pas l'ensemble A, alors, l'ordre dans lequel on va considérer les ensembles a un impact sur la forme de l'arbre. Ça, c'est très clair. Après, d'un point de vue théorique, c'est très compliqué de savoir dans quel ordre il faut considérer les ensembles. Généralement, tu peux te dire que plus vite tu vas prendre une décision concernant un ensemble grand, plus vite tu vas éliminer d'autres ensembles. Mais ça, c'est pas une règle absolue et c'est vraiment un des problèmes de la méthode. Mais concrètement, ce que tu sais, c'est que tout ce qu'on va parcourir, ce ne sont que des solutions réalisables. On ne va pas parcourir de solutions non réalisables. Donc ça veut dire que de toute manière, le nombre de branches
sera strictement le même, quel que soit l'ordre dans lequel tu vas parcourir tes éléments. Ok. Mais par contre, ce ne sera pas le même arbre. Je suis d'accord. Ok. Alors, du coup, on a pris une décision négative concernant l'ensemble E. On a pris une décision positive concernant l'ensemble D. Et on a pris une décision négative concernant l'ensemble A. Donc maintenant, on va regarder, est-ce qu'on peut ajouter l'ensemble B? Alors, est-ce que B est compatible avec D? On a 1 et 4, et D ne contient que 3, 5 et 6, donc oui, c'est compatible. L'ensemble C, il contient 4, 5, 7. Sauf que l'ensemble D contient l'élément 5. Donc on ne peut pas l'ajouter. Donc C est incompatible avec D. L'ensemble F, il contient les éléments 2 et 7. Et ça, c'est compatible avec l'ensemble D. Donc à partir de là, on va choisir un des deux éléments et on va l'ajouter à la solution courante. Donc par exemple, je vais ajouter l'élément B. Alors comme d'habitude, on va soit considérer le cas où on ajoute l'ensemble B à la solution, soit au contraire, on n'ajoute pas l'ensemble B à la solution. Bah, en fait, il n'y a rien qui m'impose l'ordre. Donc, je le fais au feeling. Voilà. Là, j'explique juste la méthode. Donc après, il n'y a rien qui impose l'ordre dans lequel on va parcourir les différents ensembles. Mais si bien sûr tu exécutes un algorithme, bah, tu peux, toi, préciser l'ordre dans lequel tu vas le parcourir. Tu peux dire, bah, je vais prendre le premier que je vais rencontrer. Ou au contraire, tu peux dire, je vais prendre le dernier possible. Ou alors, j'en prends un au hasard. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Alors, du coup, si on prend l'ensemble B, considérons qu'on prend l'ensemble B, donc B n'est plus disponible. Est-ce que F est compatible? Est-ce qu'on peut encore l'ajouter? Donc D, c'est 3, 5, 6, donc F est compatible. Et B contient 1 et 4, donc si je ne me trompe pas, c'est compatible. C'est-à-dire qu'on aurait dans B 1 et 4, dans D 3, 5, 6. Donc on a 1, 3, 4, 5, 6. Et avec F, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, on va prendre une décision concernant l'ensemble F. Alors, concernant l'ensemble F, soit on l'ajoute, soit on ne l'ajoute pas. Si on ajoute F à notre solution, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah là, on aura parcouru tous les ensembles. Donc, de toute façon, on arrive à une solution. La solution, ce sera la suivante. On aura D, on aura B et on aura F. Et ça, c'est une solution de taille 3. D'accord? Donc ça, c'est parce qu'on aura choisi ce chemin-là. D'accord? Donc on ne sélectionne pas l'ensemble E, on sélectionne l'ensemble D, on ne sélectionne pas l'ensemble A, on sélectionne l'ensemble B et on sélectionne l'ensemble F. Après, si on choisit comme chemin celui-là, on obtient la solution D, B, et là, on ne prend pas l'ensemble F, et donc c'est une solution de taille 2. Voilà. Alors maintenant, on va remonter un peu dans notre arbre, et on va considérer qu'on n'a pas pris l'ensemble B. Donc ça veut dire que je me situe à ce niveau-là. Hein. D'accord? Donc, quand on est là, on a déjà pris une décision concernant l'ensemble E.
on a déjà pris une décision concernant l'ensemble D. On a pris une décision concernant l'ensemble A. Et on a pris une décision concernant l'ensemble B. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à considérer les autres cas. Donc C, est-ce que c'est compatible avec les décisions qui ont été prises jusqu'à présent? Donc là, jusqu'à présent, on a uniquement ajouté l'ensemble D. D'accord? Donc, est-ce que C est compatible avec D? Non, parce qu'on a l'élément 5 qui est présent dans les deux. Donc C n'est pas compatible. Est-ce que l'élément F est compatible avec l'élément D? Alors oui, parce qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc on va considérer ce cas-là. Et donc on va regarder l'ensemble F. Donc deux possibilités. L'ensemble F appartient à la solution, soit l'ensemble F n'appartient pas à la solution. À partir du moment où on aura pris la décision pour l'ensemble F, d'accord, où on l'ajoute, eh ben on a terminé d'explorer tous nos ensembles. Et donc, ça revient à dire qu'on a pris ce chemin-là. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc, ça revient à dire qu'on aura comme solution D et F, qui serait une solution de taille 2. Si au contraire, on prend le chemin qui est ici, et donc on arrive à la solution suivante qui est, on n'a pas E, on a D, on n'a pas A, on n'a pas B, on n'a pas F, et c'est une solution de taille 1. Voilà. Alors, c'est pas fini. Alors, vous voyez qu'avec cette méthode, on est obligé d'explorer toutes les possibilités. On revient ici, maintenant, qui était la dernière branche encore non explorée. Donc, on a pris une décision concernant l'ensemble E. On a pris une décision négative concernant l'ensemble D. Donc maintenant, on va prendre une décision, par exemple, concernant l'ensemble C. Alors, soit on ajoute C à la solution, soit on n'ajoute pas C à la solution. Si on ajoute C à la solution, donc on n'a plus le droit de l'ajouter, d'accord, est-ce qu'on peut ajouter l'ensemble A? Alors, on ne peut pas ajouter l'ensemble A parce qu'il y a l'élément 7 qui est déjà présent dans l'ensemble C. Est-ce qu'on peut rajouter l'élément B? Alors, est-ce que B est présent dans C? Oui, on a l'élément 4 qui est déjà présent, donc on ne peut pas l'ajouter. Est-ce qu'on peut ajouter l'élément F, l'ensemble F? Non, parce que dans C, on a déjà l'élément 7. Donc, une fois qu'on a pris cette décision-là, eh ben, on arrive sur une solution. Cette solution-là, tac, tac, tac. Et on est donc avec juste C, qui est une solution de taille 1. Maintenant, si on ne prend pas C, alors si on ne prend pas C, on a déjà pris une décision concernant E. On a pris une décision concernant E. On a pris une décision concernant D. On a pris une décision concernant C. D'accord? Reste à voir si le reste est compatible. Alors, l'élément A, il est compatible parce que pour le moment, on n'a pris ni D, ni E, ni C. Donc, on va prendre par exemple A. Si on prend l'élément A,
soit il appartient à la solution, soit il n'appartient pas à la solution. S'il appartient à la solution, donc on n'a plus le droit de l'ajouter, et donc on ne pourra pas ajouter l'ensemble B, parce qu'il y a une intersection non nulle avec 1 et 4, et on ne pourra pas ajouter non plus l'élément F, puisque il y a l'élément 7 qui serait en intersection avec l'ensemble A. Donc on arrive ici, encore une fois, si on suit ce chemin-là, à la solution suivante, qui sera de juste prendre l'élément A, et donc ça nous amène à une solution de taille 1. Alors si au contraire, on ne prend pas l'élément A, donc ça veut dire qu'on a pris une décision concernant... Ça veut dire qu'on a pris une décision concernant A, ça veut dire qu'on a pris une décision concernant E, concernant D, concernant C. Voilà. Il reste donc à prendre soit B, soit F. Donc on va regarder pour B. Donc soit on ajoute B à la solution, soit au contraire, B n'est pas ajouté à la solution. Si B est ajouté à la solution, alors on ne peut plus le sélectionner. Et donc, est-ce qu'on peut ajouter l'élément F? Alors l'élément F, si on regarde, on n'a rien ajouté dans notre solution à part B, donc est-ce que F est compatible avec B? Alors oui, c'est compatible, donc on va pouvoir ajouter l'élément F, enfin l'ensemble F. Et donc pareil, on va devoir prendre une décision, est-ce que F est ajouté à la solution ou est-ce que F n'est pas ajouté à la solution? Alors, une fois qu'on a traité l'ensemble F, et bien là, on a traité tous les éléments de S, et donc on arrive nécessairement à une solution. Pareil, donc soit en prenant ce chemin-là, soit au contraire, en prenant ce chemin-là. Et là, c'est des solutions. Donc nos solutions, ce sont on n'a rien pris jusqu'à ce qu'on prenne B et F. Qui est une solution de taille 2. Là, on n'a pas pris F, donc on a pris B, c'est tout, et c'est une solution de taille 1. On a bientôt fini, courage. Alors, maintenant, il nous reste à traiter le cas qui est ici. On a pris une décision concernant l'ensemble E. On a pris une décision concernant l'ensemble D. On a pris une décision concernant l'ensemble C. On a pris une décision concernant l'ensemble A. On a pris une décision concernant l'ensemble B. Il reste à prendre une décision pour le dernier sous-ensemble disponible, qui est l'ensemble F. Donc ici, on va regarder F. Soit il appartient à la solution, soit il n'appartient pas à la solution. S'il appartient à la solution, on n'aura rien pris à part l'élément F. Et donc, on aurait une solution de taille 1. D'accord? Ça, c'est le cas où on suit le chemin suivant. Si au contraire, on choisit le chemin de l'autre branche, et bien là, ça veut dire qu'on n'aurait rien sélectionné. Ni E, ni D, ni C, ni A, ni B, ni F. Et donc, on se retrouve avec une solution vide, qui est donc de taille 0. Voilà. Donc ça, on a écrit tout notre arbre. Ce que vous pouvez voir,
c'est qu'on a exploré exactement chacune des solutions réalisables. Mais du fait des décisions qui ont été prises, on a été capable d'éliminer les sous-branches en fait, qui correspondaient à des solutions qui n'étaient pas réalisables. En particulier, regardez ici, quand on était à cet endroit-là, on aurait pu poursuivre notre arbre avec les autres ensembles. Ici, là, tac, 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 tac. Mais on savait qu'étant donné qu'on avait pris E dans la solution et qu'on avait pris B dans la solution, alors on ne pourrait ajouter aucun de ces sous-ensembles. Et donc, toute la combinatoire, c'est-à-dire les 2 puissance 4 possibilités qui nous restaient, on les a éliminées. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette méthode, d'accord, des arbres de branchement, c'est que ça permet de ne pas évaluer toute une partie de la combinatoire de l'ensemble des solutions potentielles. Donc, en fait, cet algorithme-là, il est certes exponentiel, parce que il peut exister un nombre de solutions qui est exponentiel en la taille des données, mais il est moins exponentiel que d'explorer toutes les possibilités, c'est-à-dire 2 puissance la taille des données. Alors, on arrive justement à une remarque qui est que quand on va avoir plusieurs types d'exponentiels, donc ça c'est le temps d'exécution, et ça c'est n, la taille de vos données. Si vous explorez les 2 puissance n possibilités, on va avoir une courbe qui va avoir cette tête-là. Ça, c'est 2 puissance n. Si au contraire, on utilise l'arbre de branchement, vous avez vu qu'on ne va pas explorer toutes les possibilités. Et donc, potentiellement, au lieu d'avoir une constante qui serait 2 puissance n, on peut avoir une constante qui serait un peu plus faible. Par exemple, 1,7 puissance n ou 1,5 puissance n. Ça dépend des problèmes et il y a des résultats théoriques suivant le problème que vous considérez. Donc ça, c'est dans la bibliographie scientifique, il faut se renseigner un petit peu. Mais toujours est-il qu'on est capable, parfois, de borner sur une constante qui est plus faible que 2. Et donc, par exemple, si on a du 1,7, ça pourrait nous donner quelque chose comme ça. Et là, ce que vous voyez, c'est assez intéressant, la progression reste exponentielle, de toute manière. Donc ça veut dire que, en ordre de grandeur, ça va être irréalisable pour un n un peu trop grand. Mais l'information qui est intéressante, c'est qu'on a un point d'inflexion à chaque fois quand on considère des fonctions qui sont exponentielles. Ici, vous voyez, il y a un seuil à partir duquel le temps explose complètement. Et donc, à partir de ce seuil d'inflexion, en fait, bah, on ne va plus être capable d'utiliser l'algorithme parce qu'il va consommer trop de temps à s'exécuter. Et si on a une meilleure constante, ça reste exponentiel. Donc, de toute façon, il y a une taille qui très rapidement va devenir impraticable. Mais le point d'inflexion va être un peu plus tardif. Ce qui fait qu'on va pouvoir quand même explorer un peu plus, enfin des problèmes de taille légèrement plus grande. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette méthode de l'arbre de décision. Ça reste exponentiel dans la taille des données, mais c'est quand même plus efficace que d'énumérer tous les sous-ensembles possibles. Alors, maintenant que j'ai dit ça, maintenant que je vous ai montré ce truc-là, il faut le coder. Et là, c'est pas la joie parce que de ce que j'ai vu la semaine dernière donc en TD, j'ai essayé de laisser quelques étudiants pour essayer de le... Enfin, je vous ai laissé un peu en autonomie pour essayer d'avoir des idées. Et tout de suite,
la principale difficulté que j'ai pu constater, c'est que comme j'ai fait un dessin d'arbre, vous vous êtes dit, il faut représenter, enfin, il faut réaliser un arbre. Sauf que là, ce que j'ai dessiné, ça représente l'arbre des appels. Mais ça ne représente pas forcément un arbre. Il ne faut pas forcément construire réellement un arbre. Cet arbre, il représente l'ordre dans lequel vous avez réalisé vos tests. D'accord? Quand on prend par exemple la fonction Fibonacci, vous ne construisez pas d'arbre. Et pourtant, rappelez-vous, on avait bien l'arbre des appels. Donc là, ce qu'on vient de construire, c'est l'arbre des appels. Mais ce qu'on va avoir besoin, c'est de juste faire une fonction qui est récursive. Voilà. Alors, je vais essayer de lancer. La dernière fois, donc, on en était là. Et la fonction énumération permettait d'énumérer tous les cas possibles. Donc là, on va essayer de faire l'algo récursif. D'accord? Bon, je vais l'appeler arbre. Qui va recevoir donc en argument nécessairement la matrice. D'accord? Comme la fois d'avant. Mais on va voir qu'il y a besoin d'autre chose. Alors, on va le découvrir ensemble au fur et à mesure. On va rajouter les éléments les uns après les autres. Voilà, donc au départ, alors, on va avoir besoin, là on a notre matrice qui va nous permettre de connaître les différents ensembles, les différents éléments qui sont présents dans chacun des ensembles, mais il faut qu'on connaisse la solution courante. D'accord? C'est-à-dire, sur l'arbre que je vous avais dessiné, c'était l'historique. Donc, par exemple, quand on avait déjà pris une décision pour l'ensemble E, il fallait savoir si l'ensemble E, était compatible avec les autres. Donc, ça veut dire qu'en entrée de votre fonction, vous devez avoir un tableau. D'accord? Solution, ou courant, on va l'appeler. Seul courant. D'accord? Donc ça, c'est notre tableau. Alors ensuite, dans ce tableau-là, qu'est-ce qu'on va devoir utiliser? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre comme valeur? Alors, quels sont les cas? On a 3 cas en fait. On a le cas où un élément est présent dans la solution. On a pris la décision que cet élément était présent dans la solution. Ou alors, il y a le cas où on a dit non, il n'est pas dans la solution. Mais il y a aussi le troisième cas, qui est on n'a pris aucune décision concernant cet ensemble. Donc, il faut qu'on ait 3 valeurs possibles. Bon, comme oui et non, généralement, c'est 0 et 1, eh bien, on n'a pas pris de solution, ça va être un -1. D'accord? Donc, il faudra passer un élément, enfin un tableau, -1 de la première. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est bon là? J'ai assez zoomé? Ok. Donc, bien sûr, j'alloue dynamiquement mon tableau. Donc là, c'est les ensembles, et les ensembles, c'était 1 par ligne, hein, c'était ça. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, c'était ça. Donc c'est la hauteur. Voilà.
et for i égale 0, i inférieur à maths.auteur. On va mettre -1. Voilà. Voilà, donc je passe l'arbre, je passe la solution courante. Voilà. Alors ensuite, une fois que je suis là, il faut savoir si on est dans un cas de base ou dans le cas général. Alors, d'après vous, ça va être quoi le cas de base? Quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que vous avez une idée? Alors, plus d'éléments. Ouais, c'est-à-dire, concernant notre tableau sol courante, il va être rempli de quoi? Alors, bah non, pas de 1, les gens. 1, ça veut dire qu'on a pris l'ensemble dans notre solution courante. Mais on ne peut pas prendre tous les éléments dans la solution courante. Donc en fait, alors, bah oui, mais si c'est que de 0, si on prend que des éléments à 0, ça veut dire qu'on ne sélectionne rien. En fait, le cas de base, voilà, c'est quand il n'y aura plus de -1. Donc, on va parcourir le tableau, on va compter le nombre de -1, et à partir de là, on saura si on est dans un cas de base ou pas. S'il y a 0, -1, enfin s'il n'y a aucun -1 dans le tableau, c'est qu'on est dans un cas de base. Dans une solution et solution. Donc, pour gagner du temps, parce que ça c'est une opération qu'on va devoir réaliser plusieurs fois, on va donner à manger un tableau, d'accord? On va lui donner sa taille, et puis la valeur qu'on recherche. Donc si l'élément i de mon tableau est égal à recherche, alors nb++. Tac, voilà. nb. Comme ça nous permettra de compter le nombre de 0, ça nous permettra de compter le nombre de -1 ou de 1. D'accord? Voilà. Alors, je vais déclarer une fonction, une variable que je vais appeler non décidée. Qui va être égale au nombre de cases présentes dans le tableau pour lesquelles on n'a pas pris la décision. Donc ça veut dire qu'on va rechercher l'élément -1 dans la sol courante. Et la taille, c'est quoi? C'est math.hauteur. Voilà. Donc mon cas de base, c'est ça. C'est si non décidé est égal à 0, alors je suis à la fin. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais si je suis à la fin? Là, je viens d'arriver en bas d'une branche de mon arbre. Qu'est-ce qu'on recherche, nous? Donc je sais que là, je suis sur une solution. Il va falloir évaluer la valeur de cette solution. Donc, pour évaluer la valeur de cette solution, qu'est-ce que c'est? C'est encore un appel à compter NB.
qui va me dire combien de fois j'ai de 1 présent dans mon tableau. Et ça, c'est la valeur de ma solution. Parce que c'est le nombre d'ensembles que j'aurais déjà sélectionné. Tout le monde est d'accord avec ça? OK. Donc, return. Et je retourne directement le nombre de 1, parce que c'est ça qui est la valeur de ma solution. Donc, je mets à jour. Ici, on ne retourne pas void, mais int. D'accord? Voilà. OK. Alors maintenant, on a traité le cas de base. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans le cas de base? On va devoir sélectionner un élément pour lequel on n'a pas encore pris la décision. Alors là, c'est comme d'habitude. Il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie de prendre le premier élément, le premier sous-ensemble, qui va être disponible. Et c'est sur lui qu'on va brancher. On va regarder si oui, on le prend, et sinon, on ne le prend pas. D'accord? Le truc, c'est que si on fait comme ça va laisser la possibilité, enfin, il faut voir que ça laisse la possibilité de construire une instance qui va un peu piéger l'algorithme et qui va lui faire exécuter toujours le pire des cas. Enfin bon, ça, parce que vous avez vu que le nombre de branches, en fait, il dépend de l'ordre dans lequel on va sélectionner les sous-ensembles. Bien sûr, j'ai pris en premier, j'ai pris l'ensemble E, parce que c'était celui qui contraignait le plus le reste, en fait. Mais donc le nombre de branches, bah, ça dépend de l'ensemble qu'on choisit. Bon, là, on va choisir le premier. Mais une autre solution, ça serait de dire que, comme on connaît le nombre de sous-ensembles pour lesquels on n'a pas encore pris de décision, c'est de choisir une valeur aléatoire comprise entre 0 et, enfin, entre 1 inclus et ce nombre. Et puis, on va parcourir les éléments. Et dès qu'on aura choisi, on arrivera sur celui qu'on a décidé, paf, c'est sur celui-là qu'on va brancher. Bon, là, on va brancher sur le premier. Alors. Donc là, je déclare une variable que j'ai appelée first, et je vais choisir le premier sous-ensemble encore disponible. Donc au départ, je l'initialise à 0, et ce que je vais dire, c'est que je vais aller voir dans ma solution courante, est-ce que à l'indice first, on a la valeur -1? Si oui, on s'arrête. Sinon, j'augmente first de 1 et je continue. D'accord? Donc, quand j'arrive, la valeur first, c'est la valeur du premier élément pour lequel il reste une décision à prendre. Et je n'ai pas besoin de prendre de gants parce que je sais que cet élément-là, il existe. Je sais que cet élément-là, il existe parce que je ne suis pas dans un cas de base, justement, et donc j'avais forcément au moins une valeur pour laquelle on n'avait pas pris de décision. Alors là, ça veut dire qu'on va brancher, d'accord? Brancher, ça veut dire on va regarder le cas où oui et le cas où non pour cette valeur-là. Donc on va voir le cas oui et le cas non. Alors, ce qu'on va faire, ça veut dire que là, on va brancher sur le premier cas
de first. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah, on sait qu'on va le sélectionner, cet ensemble-là. Ça veut dire qu'on va lui mettre la valeur 1. Si on lui met la valeur 1, ça veut dire que tous les autres éléments qu'il contient ne doivent pas être présents dans les autres éléments. Donc ça veut dire que une fois qu'on a mis first, enfin seule courante de first à 1, on va regarder pour tous les éléments qui sont présents dans les ensembles pour lesquels on n'a pas encore pris de décision. Et pour chaque élément-là, ça va ça ou pas? Voilà. Donc là, je regarde chacun des sous-ensembles. Si on n'a pas encore pris de décision pour cet ensemble-là, donc là, je vais regarder si on a une incompatibilité entre le sous-ensemble I et le sous-ensemble first. Si j'ai une incompatibilité, alors je vais mettre le sous-ensemble I à 0, parce que ça veut dire qu'on ne le prendra pas. Comment je sais s'il y a une incompatibilité? C'est quand l'intersection des deux est non nulle. Pour avoir l'intersection de deux ensembles, ben je vais parcourir la largeur de ma matrice, et si les deux éléments, les deux lignes possèdent un 1 au même indice, alors c'est qu'ils sont incompatibles. D'accord? Donc pour J qui va de 0, J inférieur à mat.largeur, mince. C'est mat.mat. Donc, si jamais je compare les deux lignes, d'accord? C'est-à-dire la ligne first, c'est-à-dire sur l'élément sur lequel on va brancher, et je vais regarder les autres lignes pour lesquelles, donc d'indice I, pour lesquelles on n'a pas encore pris la décision. Quand je compare ces deux lignes-là, si dans une même colonne, à un même indice, d'accord, J, j'ai deux fois la valeur 1, ça veut dire que j'ai une intersection. Alors attendez, là je me suis trompé, c'est pas égal égal. Enfin si, ça peut le faire. Je vais juste rajouter. Bon, je pourrais rajouter une condition ici, un et, mais je vais rendre le code un peu plus complexe. Donc mat.mat de J first. Je vous laisserai optimiser. Hein. Si c'est égal à 1.
Voilà. Et donc là, je sais que ici, j'ai une incompatibilité. Ça veut dire donc que solution que seule courante donc de I est égale à 0. On est d'accord? Alors, une fois qu'on arrive ici, ça veut dire que j'ai mis à 0 tous les sous-ensembles incompatibles avec le choix sur first. Et donc, je n'ai plus qu'à appeler récursivement avec ma solution courante et la matrice. Donc, ça va me retourner quoi? Ça va me retourner le résultat lorsque on prend la valeur first. Donc ça va être un entier. Résultat, oui. D'accord? Donc comme ça, quand on va continuer à brancher jusqu'à ce qu'on arrive à un cas de base. Quand on va arriver sur un cas de base, on va remonter l'information. Et là, ça va me retourner la taille de la solution. Une fois qu'on a la taille de la solution, on n'a plus qu'à le retourner. Alors, le problème de ça, c'est que là, on arrive à un moment où j'ai fait un truc qui ne va pas permettre de vraiment brancher. Quand on a choisi l'élément d'indice first, bon, une fois qu'on a branché et qu'on veut revenir sur le cas non, c'est facile, j'ai plus qu'à reprendre ce truc-là, et au lieu de le mettre à 1, je le mets à 0. Et donc là, on va regarder l'autre possibilité. Le problème, c'est que regardez ici, là, dans ces boucles imbriquées, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éliminé toutes les variables, d'accord? Enfin, tous les sous-ensembles qui étaient incompatibles, pour lesquels on n'avait pas encore pris de décision, et qui étaient incompatibles avec l'ensemble first. Et donc, je dois les rétablir, parce que sinon, j'aurais mis des trucs à 0, et je ne vais jamais les remettre à 1, alors que potentiellement, il fallait les... Enfin, à moins 1, je veux dire. Donc, ici, juste après mon résultat, je dois remettre les choses en ordre comme elles étaient au préalable. Alors, c'est pas compliqué. Il suffit de faire une copie de ma solution courante et puis de la rétablir juste après mon appel récursif. Donc, sol TMP est égal à attendez, j'avais I, j'avais J, je les avais pas mis, voilà. Ok. Voilà, donc dans Sol TMP, j'ai une copie de la solution courante avant d'envoyer, de prendre les décisions et d'éliminer les sous-ensembles incompatibles. Donc ici, j'ai plus qu'à rétablir la vérité.
Donc pour i qui vaut 0, i inférieur à mat.auteur, i++, solution courante est égale, solution courante de i est égale à sol TMP. Donc là, j'ai enlevé toutes les décisions qui ont été prises en considérant qu'on prenait first. Et là, maintenant, j'élimine juste la variable first. Et en éliminant la variable first, qu'est-ce qui se passe? Là, je ne prends aucune décision sur les autres sous-ensembles. Donc directement, je peux appeler récursivement. Donc là, cette fois-ci, ça va être le résultat non avec la solution courante. Donc, je vais juste déclarer ma variable, résultat non. Voilà. Alors, là, maintenant, bon, ça ne sert à rien de remettre la solution courante à -1. Donc maintenant, ce que je vais devoir retourner, c'est la taille de la solution la plus grande que j'ai rencontrée jusqu'à présent. D'accord? Donc, soit résultat non, enfin résultat oui, est supérieur à résultat non. Et donc, je retourne résultat oui. Sinon, je retourne résultat non. Voilà. Alors, si je ne me suis pas planté, et si je me suis planté, malheureusement, on n'aura pas le temps de voir le truc, donc ça sera en TD où je... Donc, si je ne me suis pas planté, ça devrait nous retourner la taille de la solution maximum. Alors, par contre, oui, ça m'affiche la matrice, hein, c'était pour ça, et ça m'a trouvé la solution optimale de taille 3. Alors, le truc, maintenant, ce qui manque, donc je suis très fier de moi. Ah, par contre, attendez, il y a un... Ah oui, c'était dans l'énumération. On avait un petit problème. Oui, bah, c'était un void ici. Bon, ça, c'était un bug de la semaine dernière, donc c'est rien. Voilà, alors là, bon, il y a un certain nombre de soucis, hein, parce que par exemple, je n'ai pas libéré la mémoire, donc je pourrais faire free de sol TMP par exemple, hein, ça serait bien. Et ensuite, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on n'affiche pas la solution pour le moment. Bon, le code, hein, je vais vous le donner, évidemment. Ce que vous devez retenir, c'est que je vous ai montré une méthode qui est dite arborescente, hein, c'est des arbres de branchement, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions concernant un élément. Les décisions qu'on prend, elles impliquent parfois de réduire la combinatoire. Donc par exemple, quand on prend un ensemble pour le set packing, ça veut dire qu'il y a d'autres ensembles qui deviennent incompatibles. Et donc ces sous-ensembles-là, on peut les marquer directement comme non sélectionnés. Donc ça nous permet de prendre des décisions
instantanément sans avoir à explorer leur combinatoire. Ça, c'est le premier truc. Ça se représente sous forme d'arbre, mais si on représente la chose sous forme d'arbre sur papier, en fait, dans le code, on n'est pas obligé de réaliser, d'implémenter un arbre. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste à réaliser une fonction qui est récursive. Alors, notre fonction arbre, elle implémente notre arbre de décision qui va parcourir donc tous les sous-ensembles et toutes les solutions réalisables. D'accord? Et puis là, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de maintenir une solution qui serait la meilleure qu'on ait rencontrée jusqu'à présent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en argument un deuxième tableau qu'on va appeler best solution. D'accord? Donc, je vais tout de suite aller dans ma fonction principale pour allouer ce tableau-là. Voilà, et j'ai initialisé ma best solution avec que des zéros partout. D'accord? Voilà, et j'appelle en rajoutant best solution. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va se trimballer un tableau qui s'appelle best solution dans tout le parcours de notre arbre. Là, ce qu'on va faire, c'est que quand on va arriver dans un cas de base, jusqu'à présent, quand on arrivait dans un cas de base, ce qu'on faisait, c'est qu'on comptait le nombre de 1 présent dans notre solution courante, et c'est ce qu'on retournait. D'accord? Là, ce qu'on va faire, on va regarder la solution courante, et si elle est meilleure que la meilleure solution qu'on avait rencontrée, alors on va mettre à jour. Ça veut dire que ici, on va rajouter du code. D'accord? Donc notre cas de base, je vous rappelle, c'est quand il y avait 0 variable, enfin 0 ensemble pour lesquels on n'avait pas encore pris de décision. Donc à ce niveau-là, ici, on va regarder. Donc si on va compter le nombre de fois qu'apparaît la valeur 1 dans la solution courante, d'accord? Et si jamais ce nombre est plus grand que le nombre de 1 présent dans la meilleure solution, c'est que notre solution est meilleure. OK? Et donc, comme la solution courante est meilleure que la meilleure solution qu'on a rencontrée jusqu'à présent, on n'a plus qu'à faire une boucle.
Et on va copier les choses. Donc best solution est égal à sol courante de I. Voilà. Alors, où est-ce que je me suis... ah oui, j'ai pas appelé... Oui, il faut que je modifie les appels récursifs. En envoyant best solution. Alors, donc il y avait là. Et il y avait... ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, ici, dans ma fonction principale, j'ai plus qu'à afficher ma solution. Donc, pour i égale 0, inférieur à mat.auteur.i++, printf, pourcent, allez, 2D, virgule, best solution de i. Donc, là, ce que ça veut dire, c'est on ne prend pas le premier ensemble. On va prendre celui-là, le deuxième. On ne va pas prendre le troisième, d'accord, parce qu'on a 0. Celui d'après, le quatrième, on va le prendre. On ne prend pas le cinquième et on prend le sixième. Alors là, c'est peut-être un peu dur de se rendre compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des ensembles, je vais afficher les éléments qu'ils contiennent. D'accord ? Donc, si best solution de i égale 1, D. Et donc là, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche donc mat.mat. Donc x en premier, donc ça va être le j. Et y, c'est le i. Tac. Là, j, je le rajoute. Voilà. Donc là, j'ai juste affiché les éléments, les ensembles qu'on a sélectionnés. D'accord? Donc je vais réafficher lesquels on choisit. Mais grosso modo, on va prendre cet élément-là, cet ensemble-là. On va prendre celui-ci et on va prendre celui-là. Quand j'affiche le résultat, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune collision entre les éléments des différents ensembles. D'accord? Et donc, on a bien une solution qui est de taille 3. Donc, pour modifier, c'était pas compliqué. D'accord? Là, il suffisait juste de faire passer en plus intermédiaire, initialement au tout début, et ensuite, chaque fois qu'on arrivait sur une solution, eh bien, il fallait regarder si la solution était meilleure. Si la solution était meilleure, eh bien, on mettait à jour notre tableau, best solution. Voilà. Sans oublier dans les appels récursifs. D'accord? Ici et là. Et c'était bon.